Bien, bonjour à tous. Vous y êtes? Alors, on reprend aujourd'hui sur la philosophie morale de Kant. D'accord? On va terminer aujourd'hui en principe la philosophie morale, puis je déborderai un peu sur la prochaine fois et je vous parlerai brièvement de sa philosophie politique, puis on passera pour les deux dernières séances à Thomas Reid, qu'on traitera un petit peu plus, beaucoup plus rapidement. La philosophie morale de Kant, on a commencé à la voir la dernière fois. On va la voir en détail aujourd'hui. Il y a des choses, vous verrez, qui sont assez, j'allais dire horrifiantes. Oui, il y a des choses qui sont horrifiantes. Je vous en dis juste une pour piquer votre curiosité d'emblée. Frappe à votre porte quelqu'un d'innocent, disons même un ami à vous, qui vous dit, écoute, je suis poursuivi par des assassins, ils veulent me tuer, j'ai absolument rien fait, est-ce que tu veux bien me cacher? Qu'est-ce qu'il faut faire d'après Kant? Est-ce qu'il faut cacher votre ami ou pas? Oui, 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 il faut cacher votre ami. Bien, bon, tentez pas complètement. Donc vous cachez votre ami, vous le mettez dans la cave, dans un coin. Frappe à votre porte les deux assassins qui vous demandent, on est à la recherche de Jean-Luc, votre ami s'appelle Jean-Luc, est-ce qu'il est chez toi? Qu'est-ce qu'il faut faire d'après Kant? Qu'est-ce qu'il faut répondre à ces deux assassins? Oui. Il faut leur dire oui, il ne faut pas mentir. Il faut leur dire oui parce qu'il ne faut pas mentir, d'accord? Donc il faut livrer votre ami. Okay. Pourquoi est-ce que Kant dit ça? Ça semble complètement horrifiant. Il y a eu tout un débat, un petit livre, un petit fascicule intéressant d'un débat entre, qui s'appelle Théorie et pratique, un débat entre Kant qui dit ça et Benjamin Constant, un philosophe suisse libéral comme Kant, qui est aussi libéral politiquement, mais Constant était horrifié par ces conséquences de la théorie de Kant. On va essayer de comprendre aujourd'hui pourquoi Kant dit ça. D'accord? La théorie morale de Kant, on n'est pas toujours très convaincu par elle. Enfin, si vous êtes comme moi, vous n'êtes même pas du tout convaincu par elle, mais elle a de grandes vertus. Pourquoi est-ce qu'elle a de grandes vertus? Parce que, d'une part, elle est extrêmement claire, contrairement à la philosophie théorique de Kant, dont on a vu qu'il y avait un certain nombre de points qui étaient très obscurs. La philosophie pratique, elle est limpide de Kant. C'est une des meilleures introductions que vous pouvez trouver au domaine de la philosophie pratique, de ce qu'on appelle de l'éthique normative. Pourquoi? Parce que ça pose tous les bons problèmes, même si ça ne donne pas les bonnes solutions. Vous avez plein de bons problèmes qui sont posés. En quelle mesure il faut faire en sorte, quand on agit, que la maxime de son action, on va dire Kant, puisse être généralisée à toutes les actions. Ça pose des problèmes de métaéthique qu'on a commencé à voir la dernière fois. On en a vu deux. On a commencé à se demander quels étaient les différents types de valeurs, quelle était la distinction entre les valeurs et les normes. Tout ça, c'est des questions qui naissent directement de la philosophie morale de Kant. Donc même si on n'est pas d'accord avec les conclusions, c'est une excellente lecture, une excellente introduction à la philosophie morale et à la métaéthique. On vous dit souvent, je fais une petite parenthèse, c'est pas grave de prendre position et de vous tromper parce que les erreurs sont fécondes en philosophie. Quand on vous demande de faire des choses, on vous dit soutenez quelque chose, même si vous vous trompez, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que quand on se rend compte de l'erreur, ben au moins on a avancé un petit peu, plutôt que de rien dire, d'accord? Alors même pour ceux qui pensent que Kant s'est trompé dans sa philosophie morale, tous pensent que c'est un jalon très important dans l'histoire de la philosophie morale qui nous a fait beaucoup avancer. Alors ça, c'était pour piquer un peu votre curiosité d'emblée. On fait un petit rappel. Deux livres principaux pour la philosophie morale de Kant: Les fondements de la métaphysique des mœurs, sur lesquels je me base principalement ici, que je vous ai mis en ligne et que vous avez lu, et La critique de la raison pratique, qui est une version développée de ces fondements de la métaphysique des mœurs. Le point de départ de la théorie morale de Kant, c'est le tout début des fondements de la métaphysique des mœurs, c'est de dire il y a une seule chose qui est bonne en elle-même, qui a une valeur, dit Kant, inconditionnée, et c'est la volonté. Okay? Donc, de tout ce qu'il est possible de concevoir dans le monde, et même en général hors du monde, il n'est rien qui puisse sans restriction être tenu pour bon, si ce n'est seulement une bonne volonté.
Donc ça, c'est une thèse axiologique. Axiologique, c'est qui concerne les valeurs. Et ce que dit Kant, c'est qu'il y a une seule chose qui est bonne en elle-même, qui ne dépend pas d'autre chose, c'est la volonté. En ça, il s'oppose, on l'a vu la dernière fois, à plusieurs autres versions de théorie des valeurs ou d'axiologie. Vous avez ceux qui disent qu'il y a une seule chose qui est bonne en soi, c'est le plaisir. Kant ne dit pas du tout ça. Au contraire, il pense que le plaisir n'est pas bon en lui-même, il pense qu'il n'y a qu'une seule chose qui est bonne en lui-même, c'est la volonté. Vous avez des gens, on en a parlé la dernière fois, qui disent, des philosophes et des personnes ordinaires, qui pensent que beaucoup de choses, en général, je pense que c'est ce que vous pensez, quand vous réfléchissez à ça, vous vous dites qu'il y a beaucoup de choses qui ont une valeur en elles-mêmes. Peut-être qu'il y a parfois la volonté qui est bonne, mais il y a aussi parfois la connaissance qui est bonne. Il faut espérer que vous aimiez la connaissance. Si vous êtes à l'université, peut-être qu'il y a parfois la musique qui est bonne. Michel Sardou. Peut-être que... Pourquoi vous riez comme ça? Peut-être que... bonjour. Peut-être qu'il y a... peut-être qu'il y a le plaisir qui est bon, etc., etc. D'accord? Donc en général, quand vous vous demandez qu'est-ce qui a une valeur intrinsèque, on a tendance à être pluraliste au sujet des valeurs intrinsèques. Quand il n'est pas pluraliste au sujet des valeurs intrinsèques, il dit il y a une seule chose qui a une valeur en elle-même, inconditionnée, c'est la volonté. Okay. Gardez bien ça en tête parce que ça va permettre de comprendre comment s'élabore son système et un certain nombre de réponses ingénieuses que Kant avance, parfois seulement suggère entre les lignes, mais qui montrent une grande cohérence de sa théorie morale. La première conséquence de cette idée que la volonté, elle est bonne en elle-même, c'est que Kant rejette une théorie très importante qui a beaucoup d'influence en philosophie morale, en éthique normative, qu'on appelle le conséquentialisme. Qu'est-ce que c'est que le conséquentialisme? Il en existe beaucoup de versions, mais en deux mots, c'est l'idée que une volonté, une intention est bonne si elle a de bonnes conséquences. Okay. Kant dit, non, surtout pas, ce qui fait qu'une volonté est bonne, c'est pas du tout ses conséquences, c'est la volonté, elle est bonne ou mauvaise en elle-même. Okay. Ce qui fait que la bonne volonté est telle, ce ne sont pas ses œuvres ou ses succès, autrement dit ses conséquences, ce n'est pas son aptitude à atteindre tel ou tel but proposé, c'est seulement le vouloir, c'est-à-dire que c'est en soi qu'elle est bonne. Okay. Donc il y a deux choses que rejette Kant. Ici, il dit ce qui fait que ma volonté de quoi? D'offrir des cadeaux de Noël à Julie est bonne, c'est pas les conséquences réelles de mes cadeaux de Noël, c'est pas que ces cadeaux de Noël vont faire plaisir à Julie, okay. C'est pas ça. C'est pas non plus mes conséquences visées. Si ça se trouve, je vais offrir un cadeau qui va fortement déplaire à Julie. Si je lui fais un dessin, il y a de fortes chances que ça ne lui plaise pas. Mais moi, au moins, on peut dire j'ai une bonne intention. J'essaye de lui faire plaisir. Quand on dit c'est pas ça non plus qui fait que votre volonté est bonne. Okay. Qu'est-ce qui fait que ma volonté est bonne? Ben, ma volonté, elle est bonne en elle-même, indépendamment de toute conséquence, que ce soit une conséquence réelle de ma volonté ou simplement une conséquence visée. D'accord? Donc ça, c'est la thèse de Kant. Donc quand on dit en général c'est les intentions qui comptent, on peut vouloir dire deux choses. On peut vouloir dire, ouais bon, le cadeau il est raté, mais au moins l'intention était bonne, il cherchait à faire du bien. En général, on veut dire deux. Mais quand il a en un sens, il dit c'est les intentions qui comptent, mais dans un sens encore plus radical, il dit c'est la volonté qui est bonne, mais même pas parce qu'elle visait quelque chose de bien. C'est juste la volonté en elle-même qui est bonne. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, cette histoire de volonté qui est bonne en elle-même? Alors on va y revenir, mais avant d'y revenir, il faut dire quelque chose sur les actions. On parle de morale ici. Kant commence son traité sur la morale par la volonté. Quand on parle de morale, on se demande en général qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les bonnes actions morales. Et Kant ne veut pas échapper à cette règle. Il pense qu'à l'arrivée, une bonne éthique, c'est une éthique qui nous recommande, qui nous dit que faire dans telle et telle circonstance. Qu'est-ce qui fait qu'une action, est bonne? Eh bien, la valeur des actions, dit Kant, elle va dériver de la valeur de la volonté. Autrement dit, vous avez le conséquentialiste qui vous dit une volonté est bonne si elle conduit à des actions qui sont bonnes, et vous avez Kant qui dit l'inverse, qui dit non, une action est bonne si elle suit d'une volonté bonne. On ne sait toujours pas ce que c'est qu'une volonté qui est bonne, okay. Mais en tout cas, on sait que maintenant, si vous agissez sur la base d'une bonne volonté, vous allez faire une bonne action. Il faut donc développer, je cite Kant, il faut donc développer le concept d'une volonté souverainement estimable en elle-même, bonne, concept qui tient toujours la plus haute place dans l'appréciation de la valeur complète de nos actions. Donc si vous voulez savoir si une action est bonne, vous remontez à la volonté
qui a conduit à cette action, et vous évaluez cette volonté. Ok. Ça pose... Attendez, je vais faire apparaître ça par plus. C'est quelque chose que j'ai rajouté parce que je me suis rendu compte qu'il y avait potentiellement... un problème ici. Le problème, c'est le suivant. Peut-être je vais vous mettre le... On a dit que pour Kant, il y avait une seule chose qui avait de la valeur en elle-même, c'était la volonté. Okay. Et puis, maintenant, quand on dit non, les actions peuvent aussi être bonnes en elles-mêmes, mais dans la mesure où elles dérivent de la volonté. Et là, je voudrais vous faire un petit point, on en reparlera pour ceux qui suivent le cours 13 questions fondamentales, on aura une séance sur les valeurs à la fin du semestre, mais je voudrais vous dire deux mots d'une distinction importante ici. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit qu'une chose a une valeur en elle-même? La manière dont Kant utilise ça, et la manière, je pense, dont on veut parler de ces choses-là ordinairement, c'est on veut dire une chose qui a une valeur en elle-même, c'est pas une chose qui a une valeur instrumentale. C'est pas quelque chose qu'on apprécie parce que ça nous permet d'avoir autre chose. L'argent, typiquement, c'est un exemple de quelque chose qui a une valeur instrumentale. Un vélo, ça peut être un beau vélo, mais en général, un vélo, quand on veut un vélo, c'est une valeur instrumentale. Ça nous permet de nous déplacer. Un couteau, ça a une valeur instrumentale. Ça nous permet de couper. Quand on dit que la volonté a une valeur en elle-même, c'est pour dire que sa valeur n'est pas instrumentale. Une valeur qui est non instrumentale, on appelle ça une valeur finale. Okay, c'est la valeur, c'est pas la valeur d'un moyen, mais c'est la valeur d'une fin. C'est pour ça qu'on parle de valeur finale. La distinction moyen-fin, vous allez voir qu'elle est cruciale chez Kant. Donc Kant dit, la volonté, elle a une valeur en elle-même, finale. C'est pas comme un moyen de produire des bonnes choses, ça ce serait le conséquentialiste. Kant dit non, la volonté, c'est en elle-même qu'elle est bonne. Okay. Mais maintenant, regardez ce que Kant dit sur les actions. Est-ce que Kant pense que les actions ont une valeur instrumentale ici, dans ce schéma? Est-ce que les actions sont bonnes comme les couteaux, l'argent ou les vélos sont bons? Est-ce que les actions sont bonnes en vertu du fait qu'elles nous conduisent à faire d'autres choses? Jean? C'est vrai que c'est pas tellement ça, c'est plutôt elles sont instrumentalisées en fait. Enfin, je sais pas comment dire, c'est pas le but final il est derrière elle, pas devant elle. Enfin, je sais pas si... Très bien, le but final il est derrière elle, devant elle. Ça va dans la bonne direction, Mathéo? C'est une valeur dérivée. Alors c'est une valeur dérivée, vous savez lire, c'est bien. Donc une manière de bien voir la différence ici entre une valeur finale dérivée et une valeur instrumentale, c'est de vous poser la question de savoir comment la relation de causalité, elle peut permettre de dériver des valeurs. Qu'est-ce que c'est qu'une valeur instrumentale? De manière simplifiée, c'est la valeur des causes de bons effets. Okay. Donc, vous prenez une relation A cause B, vous vous dites B, l'effet est bon, l'effet c'est avoir du plaisir, A c'est du chocolat. Okay. Le chocolat, ça cause du plaisir. Donc le chocolat est bon en vertu du fait qu'il cause du plaisir. Okay. Couteau. Le couteau, il a une valeur instrumentale. Pourquoi est-ce qu'il a une valeur instrumentale? Parce qu'il a des effets positifs. Le couteau, il vous permet de couper une pomme. Okay. Couper une pomme, c'est bon. On admet que c'est bon en soi. C'est sans doute pas bon en soi, mais ça a à son tour une valeur instrumentale. Mais c'est ce qui porte la culotte ici. La valeur du couteau, elle est dérivée de la valeur de ses effets. Okay. Donc la valeur instrumentale, en première approximation, c'est la valeur des causes des bons effets. Okay. L'action ici, elle n'est pas bonne parce que c'est, dans la théorie kantienne, elle n'est pas bonne parce que c'est la cause d'un bon effet, mais c'est, pour aller dans le sens de ce que disait Jean à l'instant, elle est bonne parce que c'est l'effet d'une bonne cause. La bonne cause, c'est la volonté. Okay. L'action, elle dérive de la volonté. Donc vous avez deux manières de dériver les valeurs à l'aide de la relation de causalité. Vous avez la valeur de la cause des bons effets, ça c'est la valeur instrumentale, et vous avez la valeur des effets des bonnes causes, ça c'est la valeur finale. Toute chanson écrite par Michel Sardou est une bonne chanson, parce que Michel Sardou, c'est un grand compositeur. Si quelqu'un dit ça, c'est quelqu'un qui croit au deuxième type de valeur. Vous avez une bonne cause, Michel Sardou, okay, et vous vous dites tout ce qui vient de Michel Sardou, c'est bien. Pourquoi? Parce que c'est Michel Sardou qui l'a fait. Si vous n'aimez pas Michel Sardou, dites-vous, pensez à la manière dont le théiste pense à la valeur du monde. Le monde est beau parce que c'est Dieu qui l'a fait. D'accord? Donc là, ce n'est pas de la valeur instrumentale, vous voyez bien. C'est une valeur finale, dans le sens une valeur qui n'est pas instrumentale,
Le monde est beau parce que Dieu l'a fait, la chanson est belle parce que Michel Sardou l'a composée. C'est pas que vous allez utiliser cette chanson ou cette partie du monde comme un instrument pour autre chose, vous trouvez que c'est bien en soi, ok, mais cette valeur en soi, elle est dérivée de la cause de l'objet en question. D'accord? Donc, la valeur des actions, pour Kant, c'est bien une valeur dérivée, ok, de la valeur de la volonté, mais ce n'est pas une valeur instrumentale pour autant, parce que c'est la valeur de l'effet d'une bonne cause. La bonne cause, c'est la bonne volonté. Est-ce que ça va, ça, ou est-ce que ça complique trop les choses en termes de valeur? Est-ce que vous voyez le point ou pas? Hein? Donc vous avez deux distinctions au sujet des valeurs. Il y a les valeurs instrumentales et finales, ce qui est bon en soi, ce qui est bon comme un moyen, versus ce qui est bon comme un moyen ou comme un instrument. Et puis vous avez les valeurs fondamentales et les valeurs dérivées. Okay. Et là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a des valeurs dérivées qui sont toujours des valeurs finales. Moi, j'appelle ça des valeurs consécutives. C'est rarement isolé comme tel dans la littérature, mais c'est crucial pour comprendre ce qu'on veut dire, notamment dans l'éthique kantienne. Votre action, elle est bonne, non pas parce qu'elle a des bonnes conséquences. Si vous faites dire ça à Kant, vous faites de la valeur des actions une valeur instrumentale, et Kant rejette ça absolument. Ni la volonté, ni les actions n'ont de valeur instrumentale, elles ont des valeurs en elles-mêmes. Mais simplement, la valeur des actions, elle dérive de la valeur de la volonté, qui est la source de toute valeur. Ça va? Ça, c'est la partie métaéthique de la théorie kantienne. Enfin, il y a d'autres parties métaéthiques qu'on va voir par la suite. On n'est pas en train de beaucoup de parler d'exemples, j'en conviens, mais c'est important de bien voir ces différences entre les différents types de valeurs. Est-ce que c'est sûr que c'est bon? Ou pas du tout? Votre silence vaut pour un acquiescement. Donc on a deux choses maintenant chez Kant. On a la volonté qui est bonne au départ, et puis on a les actions qui procèdent de cette volonté qui sont bonnes parce que c'est des actions qui viennent de quelque chose de bon. Grande question maintenant, celle qu'on a laissée en suspens, mais c'est qu'est-ce qui fait que la volonté est bonne, si ce n'est pas ses effets, si ce n'est pas ses effets visés, ni ses effets réels. Et Kant veut donner une réponse substantielle à ça, et comme on l'a vu la dernière fois, sa réponse, c'est de dire une volonté bonne, c'est une volonté, enfin vous allez me dire, qu'est-ce qui fait qu'une volonté est bonne? Donc le défi, c'est que ça ne peut pas être la valeur d'autre chose. Parce que la valeur de la volonté, c'est la source de toutes les autres valeurs. Okay, donc on ne peut pas dire qu'il y a autre chose qui est bon, qui communique sa valeur à la volonté. Donc, en vertu de quoi est-ce qu'on va dire qu'une volonté est bonne? Souvenir, d'accord. Exactement, il y a une norme, il y a ce que Kant va appeler un impératif, une loi, une norme, tout ça, un principe, tout ça on utilise de la même façon, qui va déterminer la valeur de la volonté. Donc au cœur du système éthique kantien, il y a une distinction entre les valeurs d'une part et les normes d'autre part. Les valeurs, on a vu la dernière fois, c'est des choses qui sont utilisées, qu'on désigne typiquement par des adjectifs, mauvais, élégant, idiot, confus, clair, ingénieux, gracieux, etc. Ces adjectifs, c'est des adjectifs qu'on appelle gradables, ils sont susceptibles d'être plus ou moins, on peut être plus ou moins gracieux, plus ou moins idiot, etc. Et puis ils peuvent qualifier un grand nombre de choses. Ils peuvent porter sur des actions, mais ils peuvent aussi porter sur la volonté, ou ils peuvent porter sur des tableaux. Okay. À l'inverse, les normes, on les désigne typiquement pas par des adjectifs, même si on peut, mais plus généralement, plus naturellement, on les désigne par ce qu'on appelle des connecteurs ou des opérateurs. Autrement dit, par d'expressions du type il est obligatoire que, il est interdit que. D'accord? Donc ça, vous voyez, c'est pas un adjectif, c'est quelque chose qui forme une phrase à partir d'une autre phrase. Il est interdit que, il faut mettre une phrase après. Il est interdit que on mange des spaghettis. Les normes, contrairement aux valeurs, elles portent uniquement sur les actions, en tout cas dans la théorie de Kant, alors que les valeurs, elles peuvent s'appliquer à tout un tas de choses. Et les normes, elles ne sont pas capables de plus ou de moins. On ne peut pas être plus ou moins interdit ou plus ou moins obligatoire. D'accord? Donc au cœur de l'éthique de Kant, il y a cette distinction entre les valeurs et les normes. Ça, c'est une première chose qui rend l'éthique de Kant... Enfin, en plus, on a vu à l'instant la distinction entre deux types de valeurs.
finale versus instrumentale d'une part et dérivée versus fondamentale d'autre part. Maintenant, on a une autre distinction entre les valeurs et les normes qui est aussi très intéressante. Et l'idée de Kant, j'arrive tout de suite, Cyril, l'idée de Kant, ça va être de dire la chose la plus importante, la chose la plus fondamentale en éthique, c'est les normes. C'est les normes qui vont expliquer les valeurs. C'est parce que la volonté respecte un principe que la volonté va être bonne. Okay. Donc, l'autre aspect de l'éthique kantienne, c'est de mettre au fondement de l'éthique les normes plutôt que les valeurs. Okay. Et de dire ce qui est bon, ça vient de ce qui est obligatoire. Okay. Et ce qui est mauvais, ça vient de ce qui est interdit. Pour le dire très rapidement, puis on va voir exactement comment. Mais c'est l'esprit général. Cyril. Donc, si j'ai bien compris, pour Kant, il n'y a pas de gradation entre la norme de ne pas mentir et la norme de ne pas tuer quelqu'un. Alors, il n'y a pas de norme. Quand on dit qu'il n'y a pas de gradation entre les normes, on veut dire la chose suivante. On veut dire que quelque chose ne peut pas être plus ou moins obligatoire ou interdit. Okay. Mais c'est compatible avec l'idée qu'il y a une hiérarchie entre des normes. Okay. Vous avez la même chose pour les valeurs. Il ne faut pas confondre le fait qu'une même valeur peut être plus ou moins intense. Vous pouvez dire quelque chose peut être plus ou moins beau, quelque chose peut être plus ou moins mauvais moralement. Okay. Mais après, vous pouvez vous dire quelle est la hiérarchie entre les valeurs morales et les valeurs esthétiques. Et vous pouvez penser que les valeurs esthétiques sont plus importantes que les valeurs morales, ou à l'inverse, que les valeurs morales sont plus importantes que les valeurs esthétiques. Okay. Donc là, vous prenez le beau, disons, comme valeur esthétique, le bon comme valeur morale, disons. Chacun peut varier en termes de degrés, mais la question des hauteurs, c'est une question des rapports entre des types de valeurs. Est-ce que les valeurs esthétiques sont plus hautes que les valeurs morales ou l'inverse? Pareil en philosophie politique, grande question qui revient tout le temps, est-ce que l'égalité est plus importante que la liberté ou est-ce que la liberté est plus importante que l'égalité? Donc les hauteurs de valeurs et les degrés de valeurs, c'est pas la même chose. Vous pouvez mettre, il y a des hiérarchies de valeurs et toutes ces valeurs peuvent varier en différents degrés, être plus ou moins égales, plus ou moins libres, plus ou moins beaux, plus ou moins laids. Pour les normes, qu'est-ce qu'on a? On a toujours la différence entre les hauteurs de normes. On peut dire que certaines normes sont plus importantes que d'autres. On peut penser que les normes morales sont plus importantes que les normes esthétiques ou l'inverse. En droit, on a toujours des hiérarchies de normes. Typiquement, le droit, les normes constitutionnelles sont plus importantes que d'autres. Souvent, on dit que le droit international a une norme qui l'emporte sur les droits nationaux. Donc, on a bien des hiérarchies de normes, mais on n'a pas des degrés de normes comme on a pour les valeurs. C'est là où il y a une différence. D'accord ? Donc, le deuxième point sur lequel je voulais insister, la deuxième distinction métaéthique pour Kant qui est importante, c'est justement cette distinction entre valeur et norme, ce qui permet à Kant de formuler une thèse très originale qu'il est le premier à avoir formulée, qui est de dire c'est les normes qui sont les plus importantes en éthique. C'est d'elles que naissent toutes nos évaluations morales. Et en particulier, l'évaluation morale fondamentale, à savoir le fait qu'une volonté est bonne. Pourquoi? D'où vient le fait qu'une volonté est bonne? Il vient de nulle part ailleurs que dans le principe de la volonté. Le principe, c'est la norme de la volonté. D'accord? Pardon, la volonté bonne, pas la valeur bonne. Voici ce que dit Kant. La loi morale doit déterminer la volonté pour que celle-ci puisse être appelée bonne absolument et sans restriction. Le devoir est la condition d'une volonté bonne en soi, dont la valeur passe tout. Okay, donc le devoir, norme, est la condition d'une volonté bonne, valeur. Okay, donc c'est la norme qui fonde la valeur. Donc si vous retenez à notre schéma, maintenant on a une valeur en soi finale, c'est-à-dire non instrumentale, fondamentale, c'est-à-dire non dérivée, c'est la valeur de la volonté. Ça, c'est la valeur la plus forte de laquelle découlent toutes les autres valeurs morales. Qu'est-ce qui fait qu'une volonté est bonne? Pas ses conséquences, ni visées ni réelles. C'est le fait que cette volonté, elle est fondée dans une certaine norme fondamentale, morale. On entend souvent parler de déontologisme, et vous avez certainement entendu parler de ça pour ceux d'entre vous qui ont suivi le cours d'introduction à l'éthique du professeur Chevary-Cosset. Il y a deux sens bien distincts dans lesquels on parle de déontologisme. Vous avez d'abord un sens qui relève de ce qu'on appelle l'éthique normative, et dans les deux sens, Kant est un déontologiste. C'est pour ça qu'on a tendance à les confondre. Vous avez un sens qui consiste à dire
Le déontologiste, contrairement au conséquentialiste, ne pense pas qu'il faille évaluer la valeur des volontés ou des actions à l'aune de leurs conséquences. Okay, il faut regarder la valeur de la volonté en elle-même et pas en vertu de ses conséquences. Ça, c'est un premier sens de déontologisme. Et puis, il y a un autre sens de déontologisme. Déon, c'est la norme. C'est une thèse qui est plus d'éthique normative, mais de métaéthique. Si vous ne voyez pas bien en quoi il y a de la distinction, je dis ça, c'est juste une allusion pour ceux qui ont suivi les cours d'introduction à l'éthique. C'est pas important pour nous ici. Et la seconde thèse, c'est l'idée que les normes ont une priorité sur les valeurs. Et ça, c'est aussi une thèse qu'endosse Kant. Okay, d'abord les normes, après les valeurs. Okay, et puis, les conséquences, c'est pas important pour évaluer les actions. Deux thèses qu'endosse Kant qui sont tour à tour appelées déontologisme dans un sens bien distinct. Jean ? Juste, ce que j'ai pas compris, c'est spécialement avec votre schéma d'avant, c'est pourquoi est-ce que vous nous dites que c'est la volonté qui a une valeur morale, Ouais. Enfin, pourquoi c'est pas justement la norme fondamentale qui a une valeur morale? Et puis du coup, la volonté, justement, elle est dérivée de ça, quoi. Donc, Ah, vous voudriez dire la volonté, la norme, elle a une valeur. ouais. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui disent ça? Pas à ma connaissance. L'idée, c'est que les porteurs de valeurs, c'est des choses qui sont moins abstraites que ça. C'est des choses avec lesquelles on est familier, d'accord? Donc, il y a des normes, il y a des valeurs. Les valeurs, elles s'appliquent à des choses qu'on voit, des choses qui sont constitutives de nous. Et les normes, c'est vrai qu'on peut avoir envie de dire que cette norme, elle est meilleure que les autres normes en un sens. Mais Kant ne dit pas ça, d'accord? Une norme, c'est juste, il y a une obligation, il y a un impératif qui va appeler catégorique, dans un sens qu'on va voir dans un instant, qui s'impose à tout le monde, à tout être raisonnable. Et en vertu de cet impératif catégorique, la volonté qui respecte cet impératif a une valeur. D'accord? Voilà. Pardon, c'est un peu une réponse de Normand. On ne dit juste pas qu'on attribue de la valeur aux normes, quoi. Alors, je vous ai dit la dernière fois, et on s'approche de la fin de ce long rappel que j'ai étoffé. Grande question, eu égard à la deuxième définition de déontologisme que je viens de dire, qu'est-ce qui est plus fondamental? Est-ce que ce sont les normes ou est-ce que ce sont les valeurs? Pour Kant, très clairement, je vous l'ai dit, c'est les normes. Nulle chose en effet n'a de valeur en dehors de celle que la loi lui assigne. La loi, c'est une norme. Okay, donc toutes les valeurs dérivent des normes. Et puis vous avez une thèse complètement opposée qui est défendue par un philosophe élève de Husserl un petit peu plus tard, qui s'appelle Max Scheler, qui lui est totalement opposé à l'éthique kantienne, qui met les valeurs au fondement de son éthique, et qui dit la chose suivante: tout ce qui possède une valeur positive doit être, et tout ce qui possède une valeur négative ne doit pas être. Donc vous partez des valeurs. Si quelque chose est bon, alors vous pouvez en conclure que la chose doit exister. Si quelque chose est mauvais, vous devez en conclure que cette chose ne peut pas exister. La corrélation ainsi définie n'est aucunement réciproque, mais strictement unilatérale. Toute obligation se fonde sur des valeurs, mais les valeurs ne se fondent jamais sur une obligation. D'accord ? Vous ne pouvez pas dire, comme dit Kant précisément, la volonté est bonne parce qu'il y a une certaine obligation. Vous voyez que c'est deux approches complètement différentes en éthique. Et comme je vous disais la dernière fois, ça conduit, cette opposition-là, elle est très étroitement corrélée avec l'opposition entre ce qu'on appelle une approche empiriste ou sentimentaliste en éthique et puis une approche rationaliste. Qu'est-ce que c'est que l'approche empiriste ou sentimentaliste? C'est l'approche de Hume notamment, qui consiste à dire c'est avec l'expérience qu'on va sentir et voir les choses qui sont bonnes ou qui sont mauvaises. Pourquoi est-ce que ça va avec cette idée que les valeurs ont une priorité sur les normes? Parce que l'idée, c'est que on a un certain sens des valeurs. On peut voir la beauté d'un tableau. On peut sentir le caractère injuste d'une action. Donc, on pourrait avoir un accès aux valeurs qui serait empirique. D'accord ? Si vous acceptez ça, vous êtes du côté des empiristes, des sentimentalistes en éthique. Okay ? Puis vous allez dériver les normes de ce que vous percevez. De la même façon que vous voyez des couleurs, vous voyez des valeurs, et puis peut-être à l'aide de vos émotions, peut-être à l'aide d'autres facultés, mais en tout cas, on a un accès empirique aux valeurs des choses autour de nous, y compris de leur utilité, des valeurs instrumentales, et grâce à ça, on peut dériver certaines normes. Si à l'inverse, vous êtes comme Kant et vous pensez que c'est les normes qui sont fondamentales, c'est beaucoup plus compliqué, vous voyez, de dire qu'on a un sens qui nous permet d'accéder aux normes. Okay ? On n'a pas un sens, enfin, on parle dans un sens métaphorique de sens de l'obligation, mais vous ne voyez pas des obligations
vous ne percevez pas des interdictions. Okay. Comment est-ce qu'on sait qu'on est sous le coup d'une obligation ou d'une interdiction? C'est plutôt la raison qui nous conduit à connaître ça. Et donc ceux qui mettent les normes avant les valeurs, comme Kant, sont conduits en termes d'épistémologie de l'éthique, comment est-ce qu'on connaît les choses, les vérités éthiques, à accorder plus de poids à la raison, et c'est précisément ce que fait Kant. Ça ne devrait pas vous surprendre. Vous vous souvenez qu'il cherche à constituer une alternative à Hume, à tous égards, pas simplement dans sa philosophie théorique, mais aussi dans sa philosophie pratique. Oui, Mathéo. Je me demandais s'il y a des versions mixtes, des gens qui défendent qu'il y a des valeurs qui créent des normes et des valeurs. Des normes qui créent des valeurs. Oui, je pense que je pense la thèse, personnellement, je pense que la thèse de Scheler sur l'idée que toutes les obligations dérivent des valeurs se prête à des contre-exemples assez simples du type les obligations de la promesse. Donc si je vous promets un chocolat pour Noël, j'ai l'obligation de vous donner un chocolat pour Noël. Cette obligation, elle dérive de ma promesse, mais elle ne dérive pas d'une valeur. Elle ne dérive pas non plus de la valeur de la promesse. Enfin, on peut essayer de rafistoler ça, mais donc il y a un certain nombre d'obligations qui naissent d'actes de langage qu'on appelle des actes sociaux. Donc ça, au moins, c'est une objection à l'idée de Scheler que toute valeur, que toute obligation vient des valeurs. Mais c'est pas encore c'est pas encore un exemple de la chose plus forte que vous vouliez, c'est des cas où des valeurs dérivent d'obligations. Donc en principe, c'est toujours possible d'avoir une théorie mixte, mais il faudra un cas plausible, non kantien, où une valeur dérive d'une obligation. Peut-être vous avez en tête ça. Vous dites quelque chose comme X est bon parce que X ou Y est obligatoire. Pourquoi le cas de la promesse ne fonctionne pas pour ça? Dire respecter une promesse, c'est bon, parce que c'est obligatoire. Ouais, donc ça va un peu dans le sens de... c'est bien de respecter une promesse parce que c'est obligatoire. Oui, donc vous avez raison. Donc l'idée, ce serait satisfaire une norme à une valeur. Donc le fait de respecter une norme à une valeur systématiquement. Donc comme la satisfaction d'un désir, on peut estimer que c'est bon pour la personne qui a ce désir. On pourrait dire la satisfaction d'une norme à une valeur. Et ça pourrait être une loi générale, de dire toujours quand il y a une obligation, la satisfaction de cette obligation est quelque chose de bon. Peut-être, c'est pas idiot à première vue, en tout cas. Donc oui, c'est toujours possible de mixer les deux choses. Alors, il y a deux questions qui restent en suspens maintenant. On sait que la volonté bonne, elle vient d'un principe, d'une loi, d'une règle, d'une norme. Première question, qu'est-ce que c'est que ce principe? Et deuxième question, comment est-ce que la volonté bonne, elle peut être fondée sur ce principe? Et puis on a commencé à traiter la deuxième question, qui nous a conduit à une distinction centrale de l'éthique kantienne, qui est de dire, pour que la volonté soit bonne, il ne suffit pas qu'elle agisse conformément à la norme, il faut qu'elle agisse en respectant la norme en question. Et donc pour bien faire votre devoir, il ne faut pas juste que vous fassiez ce que le devoir demande, il faut que vous le fassiez parce que vous reconnaissez le caractère impérieux de ce devoir, par respect de la norme que je vous donne. Donc si je vous dis pour la semaine prochaine, vous lisez la deuxième moitié des fondements de la métaphysique des mœurs, la bonne manière de réagir pour vous, c'est pas simplement de lire les fondements de la métaphysique des mœurs et de vous conformer à ce devoir, c'est de regarder ce devoir et de vous dire ça c'est une obligation que je respecte, et ensuite de vous y conformer, évidemment. Mais seulement vous y conformer sans respecter l'obligation n'est pas suffisant pour Kant. Okay. Donc il ne suffit pas que la volonté soit conforme au devoir. Et qu'est-ce que c'est qu'une volonté qui serait simplement conforme au devoir? Pour Kant, c'est l'idée que vous satisferiez une volonté juste par inclination. Okay. Par inclination, ça veut dire quoi? Ça veut dire par sentiment, par amour-propre, par crainte. Donc si je vous dis, vous devez lire les fondements de la métaphysique des mœurs pour la semaine prochaine, et que vous le faites parce que vous avez peur d'avoir 3, ça va pas pour Kant. D'accord? Pour moi, ça va. Mais pour Kant, ça va pas. Pour lui, il faut que vous le fassiez parce que vous voyez que cette obligation
j'allais dire, elle a une valeur en elle-même, mais justement, je l'ai dit à Jean qu'on ne parlait pas de valeur d'obligation, mais que cette obligation, c'est une obligation qui mérite votre respect. Ok. Donc il faut agir par respect pour la loi et pas simplement par obligation. Lorsqu'il s'agit de ce qui doit être moralement, ce n'est pas assez, hein. Il faut agir conformément à la loi, mais ça ne suffit pas. Gardez bien ça en tête. Ce n'est pas assez qu'il y ait conformité à la loi morale, il faut encore que ce soit pour la loi morale que la chose se fasse. Être bienfaisant quand on le peut est un devoir, et de plus, il y a certaines âmes si portées à la sympathie que même sans aucun motif de vanité ou d'intérêt, elles éprouvent une satisfaction intime à répandre la joie autour d'elles, et qu'elles peuvent jouir du contentement d'autrui en tant qu'il est leur œuvre. Donc là, quand on dit, il y a des gens qui suivent les lois morales juste parce que c'est des gens qui sont foncièrement philanthropes, ils aiment les autres, ils veulent faire du bien aux autres. On a envie de dire bravo quand il dit non, n'applaudissez pas ces gens-là, mais je prétends que dans ce cas, une telle action, si conforme au devoir, si aimable qu'elle soit, n'a pas cependant de valeur morale véritable, qu'elle va de pair avec d'autres inclinations. Car il manque à la maxime la valeur morale, c'est-à-dire que ces actions soient faites non par inclination, mais par devoir. Donc ça, c'est la chose qu'on a discuté un peu plus longuement la dernière fois. J'y reviens, je vais essayer de pousser un tout petit peu plus loin aujourd'hui encore. L'idée de Kant, c'est si vous avez quelqu'un qui fait le bien spontanément et pas par admiration, respect de la loi morale, alors cette personne, elle n'est pas moralement bonne. Il faut que vous regardiez la loi, il faut que vous regardiez votre devoir pour bien agir moralement. Et ça, c'est ce qu'on appelle le rigorisme kantien. Okay, il faut faire le bien non par inclination, mais par devoir. Et ça, c'est une position de Kant qui est radicalement opposée à la position d'Aristote. Aristote disait que l'homme de bien, c'est celui qui prend plaisir à faire le bien. Vous devenez quelqu'un de vertueux seulement au moment où, suite à tout un tas d'exercices, de formation, vous prenez plaisir à agir moralement. Okay, tant que vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas un homme de bien. Kant dit précisément l'inverse. Si vous n'agissez moralement que par plaisir, alors en fait, vous n'agissez pas moralement. Et il prend l'exemple d'un homme qui est dénué de toute philanthropie, qui serait né naturellement comme étant indifférent à la souffrance d'autrui. Okay, donc je vous vois souffrir, ça ne me fait rien du tout. Vous tordez de douleur, ça ne me fait rien du tout. Mais je vois la loi morale qui me dit aide-les. Et là, je vous aide. Et ça, c'est la manière la plus sainte pour moi d'agir moralement. D'accord ? Donc, pas par inclination, parce que je ne l'aurais pas fait spontanément, mais juste parce que j'ai vu la loi morale. Alors, c'est quelque chose de très étonnant. Je voudrais essayer de défendre, essayer de comprendre pourquoi Kant dit ça. C'est un peu étrange, ce rigorisme kantien. Quand on a lu Aristote, et il a lu Aristote, il connaît bien ça. Mais il y a quelques indices qui peuvent être... il y a un indice qui est dissimulé dans les moments où Kant parle de ça, qui permet peut-être de comprendre pourquoi il en vient à une position aussi étonnante. Voici un des passages les plus clairs sur la question. Ainsi, doivent être sans doute également compris les passages de l'Écriture où il est ordonné d'aimer son prochain, même son ennemi. Donc Kant dit, moi je suis d'accord avec, enfin tout le monde à l'époque dit ça, je suis d'accord avec l'Évangile, il faut aimer son prochain. Okay. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit il faut aimer son prochain ? L'amour comme inclination ne peut pas se commander. Hein, vous ne pouvez pas décider d'aimer maintenant, si je vous dis maintenant aimer Cyril, vous avez deux solutions. Moi c'était déjà le cas, donc ça va, je suis satisfait, mais si vous détestez Cyril, vous ne pouvez pas maintenant vous forcer à dire non, ça vient pas, j'essaye, ça vient pas. Donc non, on n'a pas de contrôle sur notre amour. Donc qu'est-ce que veut dire l'Évangile quand elle nous dit aimez-vous les uns les autres? Donc l'amour comme inclination ne peut pas se commander. Mais faire le bien précisément par devoir, alors qu'il n'y a pas d'inclination pour nous y pousser, et même qu'une aversion naturelle et invincible s'y oppose, c'est le misanthrope qui déteste les autres mais qui fait le bien par devoir, c'est là un amour pratique et non pathologique qui réside dans la volonté et non dans le penchant de la sensibilité, dans les principes de l'action et non dans une compassion amollissante. Or, cet amour est le seul qui puisse être commandé. Donc, vous voyez ce que fait Kant ici dit. L'Évangile nous enjoint d'aimer les autres. On ne peut pas aimer à volonté. Ah, mais en fait, ce que veut dire l'Évangile, c'est qu'elle n'utilise pas l'amour dans le sens d'un sentiment, parce qu'on ne peut pas contrôler les sentiments.
Ça, ce serait pathologique, dit Kant. Vous voyez, l'essence de pathologique, c'est le pathos, c'est c'est à la fois la maladie et l'émotion ici. Mais il y a un autre sens d'amour, dit Kant, l'amour pratique. L'amour pratique, c'est faire le bien aux autres par devoir. Ok. Donc maintenant, vous pouvez aimer Cyril, même si vous avez un sentiment qui vous pousse à détester Cyril, parce que vous voyez la loi morale et vous allez faire plein de bien à Cyril. Ok. Vous n'allez pas corriger votre sentiment, et même si vous continuez à détester Cyril et que vous faites plein de bien à Cyril, vous serez encore meilleur moralement, d'accord? Parce que vous aurez si vous le faites par respect de la loi morale. Ok, donc vous voyez ça, un passage clair de Rigoris Kantien. Je vous ai dit, c'est l'opposé total d'Aristote. Voici ce que dit Aristote, on n'est pas un véritable homme de bien quand on n'éprouve aucun plaisir dans la pratique des bonnes actions, quand on saute au plafond, pas plus qu'on ne saurait que ne saurait jamais être appelé juste celui qui accomplit sans plaisir des actions justes, ou libéral, celui qui n'éprouve aucun plaisir à faire des actes de libéralité, et ainsi de suite. S'il en est ainsi, c'est en elle-même que les actions conformes à la vertu doivent être des plaisirs. Okay. Rien n'est plus éloigné de l'éthique de Kant. Et puis Scheller dit la même chose. Alors, une question qui se pose, c'est qu'est-ce qui peut conduire Kant à une telle position? Et une raison qui apparaît assez clairement, si vous l'avez lu, qui n'est pas une raison qu'avoue Kant, mais plutôt une raison qu'il laisse transparaître, vous l'avez dans la citation précédente que je vous ai donnée là. Donc mettez-vous maintenant dans la peau, si vous ne l'êtes pas déjà, de quelqu'un qui souscrit à cette thèse rigoriste. Qu'est-ce qui peut vous conduire à penser que c'est ça agir moralement, qu'il ne faut pas se baser sur ses inclinations, mais qu'il faut juste se baser sur le devoir? Est-ce que vous voyez une raison qui peut être mise en avant en faveur de ce rigorisme qui, au premier abord, est un peu étonnant ou peut-être choquant pour, en tout cas, beaucoup d'entre nous? Mathéo? On peut imaginer un principe d'égalité, de se dire que c'est quand même pas juste que des gens soient naturellement bons et donc eux ils seraient bons et d'autres gens soient naturellement mauvais et eux ils seraient mauvais. On veut qu'il y ait un effort de l'individu, quelque chose à accomplir. Oui, ça pourrait être. Alors, c'est vrai qu'il ne dit pas ça, mais peut-être c'est une des choses qu'il suggère de dire ben, vous avez des gens qui naissent plein de compassion, d'autres qui naissent sans compassion, vous avez ceux qui naissent misanthropes, et puis vous avez ceux qui naissent philanthropes. Pourquoi est-ce que, si on laisse ça déterminer la moralité des gens, ben, on fait de la valeur morale des personnes quelque chose de purement inné? Il a l'air effectivement de penser que ces dispositions aux sentiments ne sont pas des choses sur lesquelles on peut travailler, des dons de la nature. Donc, ça pourrait être une idée. Est-ce qu'il y a encore d'autres suggestions pour pour essayer de comprendre pourquoi Kant en vient à cette position, Cyril? J'imagine que si tout le monde observait l'impératif catégorique comme ça le défend, on se vivrait dans une société plus bonne, ça se dit pas vraiment, parce que si chaque personne agissait de manière bien, pas par contingence, parce que j'apprécie cette personne, mais par nécessité, parce que je dois bien agir, peu importe que j'apprécie ou pas la personne, c'est une manière d'éradiquer le mal. Oui, mais alors, il y a un petit problème avec ce raisonnement-là. Si tout le monde faisait ça, on aurait une société dans laquelle il n'y aurait plus de mal. Est-ce que vous voyez quel est le problème? Est-ce que Kant peut accepter cette justification-là? Non, parce que on repart sur les conséquences. Exactement. C'est une justification conséquentialiste, là, vous voyez. Vous dites, si on accepte mon rigorisme, alors tout va bien se passer. Mais en général, il ne veut pas de justification par les conséquences, Kant. Okay. Donc, on est tenté d'aller dans ce sens-là. Vous allez voir qu'à un moment, à certains endroits sur les promesses, il dit des choses comme ça, mais en principe, il n'est pas censé avoir des justifications par les conséquences. D'autres idées? Pour s'assurer que les gens soient convaincus de leur bonne conduite ou pas. Pour s'assurer que les gens, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Qu'ils sont vertueux en fonction de leur pratique et de leur comportement. Et en quoi ça les convaincrait plus de suivre le devoir que de suivre leurs inclinations? Parce qu'ils suivent la loi, une loi universelle. Ouais. Alors peut-être que ça donne plus de résolution morale si on suit une loi universelle, moins d'hésitation. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les conséquences, j'ai bien agi. Ouais. La satisfaction de l'individu d'avoir bien fait. Oui. Alors peut-être que oui. Une forme de satisfaction morale. Je ne sais pas si. Ce qu'il faudrait montrer, c'est d'abord que cette satisfaction morale est une bonne chose. Parce que peut-être que la satisfaction du devoir accompli, on a envie plutôt de la mettre en sourdine, de dire c'est la forme de cette façon d'être fier de soi, d'avoir agi moralement, on peut avoir un certain
dégoût par rapport à ça. Mais le point aussi important là, c'est la même objection que vous avez soulevée précédemment, c'est que ça reste conséquentialiste, ça. C'est qu'on dit à ce moment-là, il faut ça parce que ça va nous conduire à une certaine satisfaction ou à une certaine résolution morale. C'est toujours difficile pour Kant d'éviter les justifications conséquentialistes. Il y avait une autre suggestion, Jean? Euh, mais je sais pas, c'est pas très clair, mais en fait, ça rejoint un peu, je pense, que Matteo disait, mais je ne retrouvais pas non plus totalement ça. C'est avec une telle vision, c'est très accessible à tout le monde, quoi, en fait, dans le sens que, justement, comme tu disais, il y a des personnes qui sont naturellement plus empathiques ou comme ça, mais là, il n'est pas question de ça, en fait. Du coup, tout le monde peut accéder à ça, en fait. Et puis, Ouais. Donc ça, c'est l'idée de Matteo Québien, qui est de dire la moralité, à ce moment-là, devient quelque chose d'accessible en principe à tout le monde. Alors, une objection à ça que j'ai pas mentionnée, mais que Kant discute lui-même à une autre occasion, c'est de dire, en fait, il reconnaît que cette moralité-là, elle se rencontre jamais chez les hommes, qu'on on agit toujours par devoir, mais aussi par inclination, et que donc il est comme en train de chercher les conditions de la sainteté morale, et c'est une objection qui lui sera faite, mais lui-même donne vraiment le bâton pour se faire battre en disant, dans notre monde, personne fait ça. Donc en un sens, ça rend la moralité accessible à tout le monde, mais les standards sont tellement élevés qu'on n'arrive jamais à faire ça. Hein, donc, ouais. Dorénavant, même le misanthrope peut aspirer à la vertu, mais lui, sans inclination, pas plus que les autres, il va arriver, sauf si c'est un saint, à faire du bien. Cyril, qui a justement une question. Pas une question en parallèle, mais comment est-ce que Kant justifierait, s'il y a cet impératif catégorique, que personne ne l'observe, parce que les souvenirs, Platon dirait par exemple qu'on croit vouloir faire le bien, mais on se trompe sur l'objet du bien. Ouais. Des philosophes comme Thomas d'Aquin défendraient que non, on fait le mal vraiment volontairement. Je vois mal comment est-ce que Kant explique lui, mais plus inclination là. Sa réponse, ça va être toujours l'inclination aussi. Vous pouvez voir même quand vous voyez l'impératif catégorique, vous pouvez être faible de volonté. Vous voyez que c'est ça qu'il faut faire, mais vous avez des inclinations qui vous poussent loin de la chose et vous agissez sur la base de vos inclinations. Okay. Donc c'est fondamentalement une morale où vous devez avoir la raison qui dompte les passions. Hein. Donc si vous agissez non moralement, c'est typiquement parce que vous n'agissez que sur la base de vos passions, de vos inclinations dans le terme kantien. Okay, mais si vous êtes un homme raisonnable, alors à ce moment-là, vous agirez toujours moralement. Alors, tout ça est très bien. Il y a une chose sur laquelle je voudrais insister pour comprendre ce rigorisme kantien. Vous voyez, Kant ici parle de compassion ammonissante. Et que quand Kant parle rejette cette éthique sentimentaliste, il a toujours des sortes de pics à l'égard d'une éthique qui serait trop sentimentaliste. Okay. Vous voyez que l'éthique qui consiste à dire il faut faire du bien aux autres parce que vous avez de la compassion, vous avez de l'empathie pour les autres, ça ressemble à une éthique de petite fille qui regarde un bébé chat puis qui dit oh le pauvre, etc. Et ça a l'air d'être ce que Kant, une des choses qu'agace Kant, l'idée que juste par une forme de faiblesse, de trop plein d'apathie ou de sentimentalisme, on fait trop et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous montre un passage où il dit ça plus clairement. C'est un autre passage où il défend son rigorisme. Et j'ai mis en gras une incise qui est un peu assez étonnante parce qu'a priori, il n'y en a pas besoin, mais ça semble manifester cet agacement de Kant. Si la nature avait mis au cœur de tel et tel peu de sympathie, donc c'est son exemple de quelqu'un qui n'a pas de sympathie, du misanthrope. Donc le misanthrope, il a peu de sympathie. Si tel homme était froid par tempérament et indifférent aux souffrances d'autrui, pourquoi est-ce qu'il pourrait être indifférent aux souffrances d'autrui? Peut-être parce qu'ayant lui-même en partage contre les siennes propres un don spécial d'endurance, donc peut-être parce que lui-même, vis-à-vis de ses propres souffrances, il a un don spatial d'endurance et d'énergie patiente, il suppose aussi chez les autres ou les exige d'eux les mêmes qualités. Okay, donc ça, c'est son misanthrope, et puis il dit ensuite, cette personne-là, si elle agit par devoir, elle peut être parfaitement bonne, aussi moralement bonne. Donc ce qui suspecte ici, c'est que son misanthrope, pourquoi est-ce qu'il précise ça? C'est très étonnant. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de préciser que la personne qui n'a pas de sympathie pour les autres, en fait, c'est peut-être parce qu'elle-même, elle a des souffrances, mais qu'elle ne s'autorise pas à manifester ses souffrances, qu'elle a une certaine endurance vis-à-vis de ses souffrances. Là,
c'est très étonnant cet ajout-là. Pourquoi est-ce que Kant ajoute ça là? Et la suspicion, parce que c'est difficile de comprendre pourquoi Kant définit pourquoi Kant a ce rigorisme-là, c'est de dire que quand il a un certain agacement vis-à-vis d'une morale qui serait trop sentimentaliste, qui pense être la morale qui suit de la morale empiriste de Hume et de ceux qui croient à un sens moral, une morale qui est considérée comme douillette ou géniante. Et là, c'est très étonnant quand vous voyez ça chez Kant, parce que ça vous rappelle un des grands ennemis de Kant. Qui c'est le grand ennemi, un des grands ennemis de Kant, mais qui le rejoint sur ce point-là, qui déteste le caractère géniant, douillet, sentimentaliste de la morale? Nietzsche. Hein. Là-dessus, vous avez quelque chose qui est très nietzschéen avant l'heure chez Kant. Il trouve que cette morale un peu dégoulinante, de trop de compassion amollissante, ça, c'est quelque chose qui ne va pas. Okay. Peut-être qu'il a raison là-dessus, mais ce qui est très bizarre, c'est qu'il pense que la seule solution à ça, à cet excès du sentiment, à ces débordements de sentiments, c'est d'aller vers une éthique qui est radicalement opposée, qui est d'une forme de rigorisme absolu en disant vous avez simplement la raison. Mais au moins il a peut-être mis le doigt sur une tension intéressante, c'est que si vous mettez le doigt simplement sur les sentiments, vous avez d'une part un excès de sentiments, et puis vous avez autre chose qu'on n'a pas mentionné là, que je n'ai pas mis dans les diapos, mais qui m'est venu quand vous avez posé la question, Mathéo et Jean à votre tour, sur est-ce que l'éthique est accessible à tout le monde, c'est que souvent le sentiment, c'est quelque chose qui vous donne... on n'a pas d'amour universel pour son prochain. En général, ça, on aimerait, c'est ce à quoi nous enjoint l'Évangile, mais le sentiment, si ce n'est pas l'amour pratique dont parle Kant, mais l'amour pathologique, il est dirigé vers des personnes qui sont proches de nous. Okay. Donc si vous agissez par sentiment, typiquement, vous allez faire plus de bien à vos proches qu'à vos lointains, vous allez faire plus de bien à vos familles qu'à vos amis, à vos ennemis, à vos amis qu'aux personnes que vous ne connaissez pas, et aux personnes que vous ne connaissez pas qu'à vos ennemis. Le sentiment, il a tendance à fonctionner par cercle de proximité. D'accord ? Et ça, c'est autre chose que n'aime pas Kant. Il pense que la morale, vous devez agir, non pas parce que je ne vais pas aider gens parce que je connais gens, je dois juste aider gens parce que c'est un être humain. Okay. C'est tout. Pas du tout parce qu'on s'est déjà rencontrés, qu'on a discuté, etc. Donc ça peut être l'autre raison pour laquelle Kant n'aime pas le sentimentalisme. Voilà le mieux que je puisse faire pour défendre Kant. Donc, c'est pas pour le défendre, mais c'est pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il en arrive, pourquoi est-ce qu'il en arrive à cette idée très étrange qu'il faut juste respecter la loi sans nos inclinations. Hein, alors qu'on peut être tenté par Aristote au début qui dit c'est plutôt bien de prendre plaisir à la morale. Oui. Non. Il n'y a aucune évolution. Les lois, il y a des évolutions, mais pas là-dessus. Les lois morales, l'impératif catégorique, qu'on va voir après la pause que je vous dois, c'est quelque chose d'universel, d'éternel, comme tous les jugements synthétiques a priori. Il n'y a pas aucune exception, et ça a toujours été là. On fait une petite pause de 9 minutes et on reprend à 20. Bien. Alors, on reprend sur... donc, on s'est intéressé à la morale de Kant. On veut savoir pourquoi la volonté est bonne. On sait maintenant que la volonté est bonne si elle respecte une certaine norme, et pas simplement qu'elle agit conformément à une norme. Ça conduit à ce rigorisme kantien qu'on vient de discuter. Mais maintenant, on veut se poser la question centrale qui vous brûle, à savoir qu'est-ce que c'est que cette norme qu'on doit respecter si on veut être moralement bon. D'accord ? Et c'est ça que Kant va appeler l'impératif
catégorique. Ok. Donc, quelle est la norme fondamentale qui fait que la volonté est bonne? C'est ce qu'on veut comprendre maintenant. Donc l'idée de Kant, vous ne serez pas surpris, c'est une norme, elle nous est donnée par la raison et non pas par nos impulsions, non pas par notre sensibilité. Okay, donc en ça, il est clairement opposé au sentimentalisme. Et cette norme-là, elle va être exprimée par Kant en termes d'impératif. Tu dois. Okay, fais en sorte que. Tous les concepts moraux ont leur siège et leur origine complètement a priori dans la raison. Okay, vous voyez l'opposition à Hume qui ne peut pas être plus radicale ici. La moralité, elle ne vient pas du sentiment, elle vient uniquement a priori de la raison. Dans la raison humaine la plus commune, aussi bien que dans celle qui est au plus haut degré spéculative. Donc ce n'est pas juste les philosophes qui peuvent découvrir les concepts moraux, mais c'est tout un chacun. Ils ne peuvent pas être abstraits, ces concepts moraux, d'une connaissance empirique et par suite simplement contingente. Donc Kant est absolument opposé à l'idée qui est défendue par certains sentimentalistes, aujourd'hui qui est défendue par des philosophes qu'on appelle particularistes comme Jonathan Dempsey, qui était là il y a quelques années, qui disait... Donc pour des particularistes moraux, vous pouvez faire de la morale qu'à partir d'exemples. Vous pouvez juste regarder ce qu'il faut faire dans chaque situation, apprendre à sentir ce qu'il faut faire dans chaque cas, mais dès que vous essayez de formuler une règle générale, vous allez forcément avoir des contre-exemples qui viennent. D'accord ? Kant, lui, est complètement opposé à ça. Il y a des règles générales, valables toujours et partout, et toutes ces règles générales vont prendre la forme de ce que Kant appelle un impératif catégorique. Qu'est-ce que c'est qu'un impératif catégorique ? C'est un impératif qui n'est pas hypothétique. Qu'est-ce que c'est qu'un impératif hypothétique ? C'est un impératif qui prend la forme conditionnelle suivante. Si vous voulez X et que pour obtenir X, il faut faire A, alors faites A. Si vous voulez 6 en philosophie morale et que pour obtenir 6 en philosophie morale, il faut lire les fondements de la métaphysique des mœurs, alors lisez les fondements de la métaphysique des mœurs. Ça, c'est un impératif hypothétique. D'accord ? Si vous avez un but, vous donnez-vous les moyens d'atteindre ce but. C'est ça un impératif hypothétique. Un impératif catégorique, c'est un impératif qui vous tombe dessus, pas pour satisfaire un but. C'est lisez les fondements de la métaphysique des mœurs. Okay ? Juste ça. Pas pour autre chose, mais quelque chose qui s'impose à vous en lui-même. Okay ? Un impératif catégorique recommande de faire une action pour elle-même et pas par rapport à un autre but. Donc la distinction entre impératif hypothétique et impératif catégorique, elle vous rappelle quelle distinction au sujet des valeurs ? On a vu 2 distinctions au sujet des valeurs tout à l'heure. Il y a une distinction qui correspond étroitement à celle-ci. Comment ? Karina ? Valeur finale et instrumentale, exactement. L'impératif hypothétique qui ressemble à une valeur instrumentale. Valeur instrumentale, c'est la valeur qu'une chose a en vertu de ce qu'elle nous permet d'obtenir. Okay ? Là, il faut faire certaines choses pour arriver à son but. Il faut, c'est bon. Là, on passe de valeur en norme, mais c'est la même chose. Et puis l'impératif catégorique qui ressemble à la valeur finale. C'est une action qu'il faut faire pour elle-même et non pas en vertu d'un autre but. Donc au cœur de l'idée de Kant, et c'est revenu dans quelques discussions qu'on a eues aujourd'hui, au cœur de la théorie morale de Kant, il y a l'idée que la morale, elle est faite d'impératifs catégoriques. Quand on parle de morale, on n'est pas en train de dire « voilà ce qu'il faut faire pour atteindre votre but », on est juste en train de dire « voilà ce qu'il faut faire tout court ». D'accord ? Kant ne dit pas que ce n'est pas important, les impératifs hypothétiques. On en a plein des impératifs hypothétiques. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui plus couramment la rationalité instrumentale. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à ce qu'on veut ? C'est des questions qu'on se pose tout le temps. On veut limiter le réchauffement climatique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour limiter le réchauffement climatique ? Ça, c'est un impératif hypothétique. Mais ça, ce n'est pas la morale, dit Kant. La morale, elle s'intéresse aux impératifs catégoriques. Ce qui est à craindre, c'est que tous les impératifs qui paraissent hypothétiques n'en soient pas moins détournés de façon... Pardon. J'aurais dû faire une petite introduction avant de vous dire ça. Kant nous met en garde contre l'idée de transformer les impératifs moraux en des impératifs hypothétiques. Autrement dit, il dit d'emblée, et ça va créer des problèmes pour lui, il dit d'emblée, la raison pour laquelle on doit faire quelque chose, c'est pas parce que ça nous conduit à des bonnes conséquences ou à obtenir ce qu'on veut. C'est pas de la morale. Et ce qui est à craindre, donc là c'est lui maintenant, ce qui est à craindre, c'est que tous les impératifs qui paraissent catégoriques n'en soient pas moins de façon détournée hypothétique. Donc il dit d'emblée, je veux vous montrer qu'il y a des impératifs qui s'imposent à nous, non pas parce qu'ils nous permettent de faire des choses auxquelles on tient. Okay ?
Exemple de cette manière de détourner les impératifs catégoriques en impératifs hypothétiques. Un impératif catégorique, c'est « tiens tes promesses ». Mais il y a une manière de détourner cet impératif catégorique en un impératif hypothétique que Kant veut rejeter, c'est « si tu veux garder ton crédit, tiens tes promesses. Si tu veux que les gens continuent à te faire confiance, tiens tes promesses ». Ça, c'est un impératif hypothétique, ce n'est pas de la morale. Si vous tenez vos promesses juste pour pouvoir continuer à ce que les gens vous croient, vous n'êtes pas en train de faire une action morale, vous agissez conformément à cet impératif-là, mais vous le faites pour des raisons contraires à vos inclinations et pas juste parce que vous reconnaissez le caractère catégorique de l'impératif en question. Donc, ce que Kant se pose tout de suite comme contrainte, c'est l'idée que dans la formulation de l'impératif catégorique, il faudra faire très attention à ne pas transformer cet impératif en un impératif catégorique déguisé. Qu'est-ce que c'est que l'impératif catégorique? Il y a plusieurs formulations, je vous en donne 3 ici. Je dois toujours me conduire de telle sorte que je puisse aussi vouloir que ma maxime devienne une loi universelle. Que ma maxime, ça veut dire quoi? Que la maxime de mon action devienne une loi universelle. Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Agis comme si la maxime de ton action devait être érigée par ta volonté en loi universelle de la nature. Donc vous voyez que dans toutes ces formulations, il y a une distinction entre la maxime de votre action. Donc vous agissez, maintenant vous faites une action, il y a une maxime qui correspond à cette action, et Kant va se demander est-ce que la maxime de cette action, on peut en faire quelque chose d'universel. Ça, c'est le schéma général. On va voir quelques exemples maintenant. Donc, comment est-ce qu'on comprend ça? On a l'impératif catégorique qui est la recommandation que je viens de vous donner. Pour chaque action que je fais, je vais me demander si la maxime de cette action peut devenir une loi universelle. On va voir ce que ça veut dire, tout ça dans le détail. Mais pour l'instant, on cherche le schéma général. Donc, ça, c'est ce que me recommande de faire l'impératif catégorique. Version simplifiée, à chaque fois que vous agissez, vous vous dites si tout le monde faisait comme moi. En gros, c'est ça. En très gros, parce que vous allez voir que c'est un peu plus subtil et que ça pose un certain nombre de problèmes. Mais ça, c'est une recommandation générale. Vous faites quelque chose, imaginez que tout le monde fasse comme vous. Quelle est la distinction entre les maximes et l'impératif catégorique? L'idée, de Kant, c'est que quand vous agissez, votre action, elle a une maxime, et on se demande si elle peut être universalisée. Qu'est-ce que ça veut dire pouvoir universaliser la maxime de votre action? Ça veut dire 2 choses qui sont conjointement nécessaires et suffisantes. Ça veut dire que vous pouvez faire de la maxime de votre action une loi générale, universelle, sans conduire à une incohérence, et sans faire en sorte que cette loi universelle perde sa force motivante. On va voir ce que ça veut dire dans un instant, mais il y a 2 conditions pour l'universalisation, qui est au cœur de la morale kantienne. Il faut d'une part que cette universalisation ne mène pas à une incohérence, et il faut d'autre part que cette universalisation ne conduise pas au fait que la loi morale que vous avez sous les yeux n'ait plus aucune force motivationnelle. Il y a des actions dont la nature est telle que leur maxime ne peut même pas être conçue sans contradiction comme une loi universelle de la nature. Ça, c'est la première violation de la première condition. Il y en a d'autres dans lesquelles on ne trouve pas sans doute cette impossibilité interne, donc elles ne sont pas contradictoires si on les généralise, universalise, mais elles sont telles cependant qu'il est impossible de vouloir que leur maxime soit élevée à l'universalité d'une loi de la nature, parce qu'une telle volonté se contredirait elle-même. Donc vous avez 2 possibilités. On va voir les exemples dans un instant, c'est un peu après, dit comme ça. Première possibilité, une action que vous considérez, vous universalisez la maxime de cette action, ça conduit à une contradiction. Donc ça veut dire que ce n'était pas une bonne action. Deuxième possibilité, vous considérez une action, vous universalisez la maxime de cette action, il n'y a pas de contradiction, mais vous ne pouvez pas vouloir que cette loi soit le cas. Alors, je vous donne 2 exemples de chaque qui sont les exemples que Kant donne. Premier exemple, le suicide. Quelqu'un de désespéré qui envisage de se suicider, est-ce que c'est bon moralement de se suicider? Kant dit, il veut se suicider, quelle est la maxime de son action? Il fait la proposition suivante. La maxime de l'action de la personne suicidaire, c'est par amour de moi-même, je pose en principe d'abréger ma vie, si en la prolongeant, j'ai plus de maux à en craindre que de satisfaction à en espérer.
c'est dit de manière jolie mais un peu complexe, mais ça veut juste dire si j'ai plus de malheur que de bonheur à attendre du reste de ma vie, alors je suis en droit de mettre un terme à ma vie. D'accord? Je suis en droit de me suicider. Ça, c'est la maxime de l'action, d'après Kant, de la personne suicidaire. Il veut savoir maintenant si c'est moralement bon de se suicider. Euh, et qu'est-ce que ça veut dire, d'après la théorie de Kant? Ça veut dire, est-ce qu'on peut universaliser cette maxime de manière à en faire une loi universelle de la nature? Et là, Kant dit non, ça ne va pas marcher. Pourquoi? On voit bientôt, dit-il, qu'une nature dont ce serait la loi de détruire la vie même, juste par le sentiment dont la fonction spéciale est de pousser au développement de la vie, serait en contradiction avec elle-même. Autrement dit, si vous universalisez cette maxime et si vous dites à chaque fois que vous avez plus de maux à craindre que de satisfaction à espérer de la suite de votre vie, alors il faut vous suicider, pour Kant, ce serait contradictoire parce que la nature, vous utilisez un sentiment qui a pour but de prolonger la vie pour en fait abréger la vie. Et là, d'après lui, il y a une contradiction. Alors, c'est pas évident de voir en quoi est-ce qu'il y a une contradiction. Vous voyez, enfin, on sent l'idée de Kant, je ne sais pas si vous la voyez, on sent, ça ne veut pas forcément dire qu'on est d'accord, mais l'idée de Kant, c'est de dire, vous avez un sentiment, la fonction de ce sentiment, c'est de prolonger la vie, donc vous avez un appétit vital, mais c'est ce même sentiment que vous allez utiliser contre la vie elle-même, donc ça, pour Kant, c'est contradictoire. D'accord? En quoi est-ce que c'est contradictoire? Si vous êtes vraiment un logicien exigeant, comme vous l'êtes tous, vous savez que la contradiction, ça n'apparaît que quand on dit deux choses qui sont la négation l'une de l'autre, quand vous avez P et non P. Ici, il n'y a pas de contradiction manifeste, mais souvenez-vous que pour Kant, la contradiction, c'est pas compris d'une manière aussi rigoureuse que ce qu'on entend aujourd'hui en logique. Retour un petit peu en arrière sur la philosophie théorique de Kant. Vous vous souvenez que pour Kant, tous les corps sont étendus, c'est un énoncé analytique, donc c'est un énoncé qui, s'il est nié, conduit à une contradiction. Si vous dites tous les corps ne sont pas étendus, ça serait une contradiction. Okay? Pourtant, ce n'est pas une contradiction logique que de dire tous les corps ne sont pas étendus, mais d'après Kant, ça fait violence. C'est contradictoire parce que c'est contradictoire au concept de corps. Le concept de corps, en lui-même, contient l'idée qu'il est étendu. Ben, c'est quelque chose de similaire que veut dire Kant ici. Le concept d'amour de soi-même, en lui-même, c'est quelque chose qui implique la préservation de la vie. Donc si l'amour de vous-même vous conduit à mettre fin à vos jours, ça conduit à nier votre propre vie. Je vous vois tous froncer les sourcils, moi je fronce les sourcils comme vous. Et pourquoi? Pas parce que je suis pas d'accord, j'en sais rien, mais ce qui est très étonnant dans la manière dont Kant traite ces exemples-là, la suspicion qu'on a, c'est qu'il a l'air de partir d'une intuition, qui est de dire le suicide est moralement mauvais, et de chercher après comment est-ce qu'on va formuler la maxime, où est-ce qu'on va trouver la contradiction pour faire ce diagnostic-là. Évidemment, c'est juste une suspicion, c'est un procès d'intention, il ne faut jamais faire ça en philosophie, mais on a l'impression que, autrement dit, la manière dont Kant procède ici, il aurait pu procéder autrement. S'il avait voulu montrer que ça, c'était pas contradictoire, on n'est pas vraiment sûr de savoir en quoi il y a de la contradiction ici. Hein. Mais toujours est-il que ça vous aide à comprendre comment son raisonnement fonctionne. Vous envisagez une action, une personne veut se suicider, quelle est la maxime de cette action? Je mets un terme à mes jours quand j'ai plus de malheur à en attendre que de bonheur à en attendre. Vous généralisez ça, si vous universalisez ça, quand vous universalisez, vous avez une contradiction, alors l'action en question n'est pas morale. Okay? Cyril. Mais est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des problèmes de confrontation entre plusieurs maximes qui arrivent à des conséquences différentes? Oui, vous avez parfaitement raison et je vais venir sur la discussion de ce principe. C'est ce qu'on appelle le problème de la maxime pertinente, qui est un des gros problèmes pour la théorie de Kant, qu'on va voir dans un instant. Mais je vous donne d'abord les exemples de Kant avant de venir au problème. Alors, deuxième exemple dit Kant. Un homme emprunte de l'argent, il promet de rendre alors qu'il sait qu'il ne pourra pas le rendre. Son action est-elle moralement bonne? Okay. Intuitivement, non. Mais Kant dit, moi, je ne veux pas faire une éthique intuitionniste. C'est simple. On va appliquer Marcet. Quelle est Marcet? D'abord, on se demande quelle est la maxime
de cette action. La maxime de cette action, dit Kant, c'est quand je crois être à court d'argent, j'en emprunte et je promets de rendre, bien que je sache que je n'en ferai jamais rien. Maintenant, on universalise. Tout le monde fait ça. Convertissant cette maxime en une loi universelle. Cela donne, dit Kant, tout homme dans le besoin a le droit de promettre sans intention de tenir sa promesse. Okay. On a universalisé. On se pose maintenant la question de savoir si ça conduit à une contradiction. Voici ce que dit Kant. Une telle loi universelle rendrait impossible le fait même de promettre. Enfin, ça, c'est ce que moi je dis. Voici ce que Kant dit précisément dans les guillemets. Étant donné que personne ne croirait à ce qu'on lui promet et que tout le monde rirait de pareilles démonstrations comme de vaines feintes. Okay. Donc, vous universalisez cette maxime, la maxime de l'action. Tout le monde a le droit de promettre tant qu'il est dans le besoin, sans intention de promettre. Si tout le monde faisait ça, ben on ne se ferait plus confiance les uns aux autres. Okay. Donc ça, c'est contradictoire, dit Kant. Ça va? C'est presque le cas le plus simple, en un sens, le cas le plus clair. La contradiction dans le cas précédent était un peu... fallait un peu la tirer, mais fallait fouiller pour la voir. Mais là, il y a quelque chose d'assez évident. Si vous dites maintenant, on peut tous mentir quand on est dans le besoin, on ne va plus se faire confiance. Il y a un problème pour ça. Est-ce que vous voyez le problème pour Kant? Qu'est-ce qu'on a objecté à Kant là-dessus? Mathéo? Il n'y a pas tout le monde qui va se mettre à mentir. Il n'y a pas tout le monde qui va se mettre à mentir. Mais ça paraît bizarre que l'éthique se base sur l'universalisation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je peux mentir moi maintenant, et ça devient un comportement mentir. Il ne va pas se mettre à mentir si je me mets à mentir. Oui, mais ça, c'est ce que ça c'est présupposer. C'est présupposer une éthique conséquentialiste, c'est-à-dire de dire ce qui est important pour nous en éthique, si on est conséquentialiste, c'est de savoir quelles vont être vraiment les conséquences. Si je suis le seul à faire quelque chose qui a des conséquences, c'est typiquement l'argument de ce qu'on appelle du passager clandestin qu'on verra en philosophie politique. Si vous avez plein de comportements, si tout le monde est vertueux autour de vous, et que vous êtes le seul à faire quelque chose de mauvais, vous êtes le seul à jeter votre huile de vidange dans le lac alors que tout le monde ramène son huile de vidange à la déchetterie, ça ne va pas avoir un effet très grave. Donc vous pouvez dire, bon ben ça va, donc c'est pas, du moment que les autres continuent à le faire, moi la déchetterie, c'est pas très gênant ce que je fais, d'accord? Ça c'est Mathéo. Et mais c'est pas, vous voyez bien que ça c'est une éthique conséquentialiste, d'accord? Et le conséquentialiste peut raisonner en ces termes, en fait certaines versions de conséquentialiste. Mais quand on dit l'éthique, c'est pas une matière de conséquence. C'est pas une affaire de conséquence. C'est juste de dire si tout le monde faisait comme moi, même si personne va faire comme moi, mais si tout le monde faisait comme moi, ce serait pas tenable. Ok? On se ferait plus confiance. Quel est le problème? Est-ce que vous voyez un problème vis-à-vis de cette proposition? Cyril, vous aviez une suggestion? J'ai l'impression qu'il observe la réalité d'une loi universelle par ses conséquences. Exactement. Ça, c'est l'objection qui vient tout de suite, normalement. Vous avez dû sauter là-dessus. Vous dites, depuis tout à l'heure, vous nous dites, je veux pas de conséquences. Quand tu nous dis, pourquoi est-ce qu'on peut pas tous mentir, tu nous dis, parce que ça aurait des conséquences terribles, on se ferait plus confiance les uns aux autres. C'est difficile de... Hein. Donc on a reproché à Kant de ne pouvoir expliquer le caractère contradictoire de l'impératif « ne fais pas de promesse sans avoir l'intention de le tenir », qu'en le transformant en un impératif hypothétique, si tu veux que la confiance entre les individus demeure, ne fais pas de promesses sans intention de les tenir. Okay. Autrement dit, on ne voit pas en quoi il serait conceptuellement contradictoire de recommander de toujours faire des promesses mensongères. La raison pour laquelle une telle recommandation doit être rejetée est plutôt que cela rendrait les promesses inefficaces. Donc on se ferait plus confiance. Donc ça a l'air ici d'être quelque chose où Kant s'appuie sur les conséquences. Alors, ça c'est une objection. On va en voir une autre importante dans un instant. Mais vous voyez, dans les deux premiers exemples du suicide et de la promesse qu'avance Kant, son idée c'est de dire on envisage une action, on regarde la maxime de cette action, on universalise, et quand on universalise, on constate qu'il y a une contradiction. S'il y a une contradiction, l'action est mauvaise. Dans le premier cas, la contradiction, on a l'impression qu'elle est un peu tirée par les cheveux, dans le cas du suicide. Dans ce cas-là, on la voit bien, mais on a l'impression qu'elle est basée sur des conséquences. Ça, c'est quand on discute Kant, mais au moins, vous voyez bien que le premier test d'universalisabilité, ça consiste à essayer de voir s'il y a une contradiction. Et souvenez-vous qu'il y a une deuxième cas d'échec de l'universalisabilité, c'est quand vous arrivez à universaliser la maxime, qu'il n'y a pas de contradiction, mais que vous ne pouvez pas vouloir que ça soit le cas. Et ça, c'est ce qui correspond aux deux autres exemples. Donc vous avez un homme qui a plein de talents, mais qui préfère jouer à la... Oui, ou à la...
Là, oui, c'est vieux, ça vous parle pas, ça. C'était moi quand j'étais jeune. C'est quoi la nouvelle? À la Switch. Euh, la maxime de son action, c'est néglige tes dons naturels si tu en tires une plus grande jouissance. Ok? Développe pas tes talents, amuse-toi, profite de la vie. C'est ça la maxime de cette action. Est-ce qu'on peut généraliser, universaliser cette maxime? Euh, Si on universalise ces maximes, on dit pour tout le monde, à chacun, hein, pas simplement pour Jean-Luc en question, mais pour tout le monde, profitez de la vie, laissez gaspiller vos talents naturels. Ça, dit Kant, ça ne conduit pas à une contradiction interne. Okay, ce ne serait pas contradictoire que chacun gâche ses talents, pas de problème, on fait tous ça maintenant, pas de contradiction. Mais, dit Kant, ce n'est pas quelque chose qu'on peut vouloir. Ça, c'est la deuxième condition de l'universalisabilité. Même quand ce n'est pas contradictoire, il faut encore qu'on puisse vouloir que ce soit le cas. Est-ce qu'on peut vouloir que ça devienne une loi universelle de la nature? Et ça, dit Kant, on ne peut pas le vouloir en tant qu'être raisonnable. En tant qu'être raisonnable, on veut nécessairement que toutes les facultés soient développées parce qu'elles lui sont utiles ou qu'elles lui sont données pour toutes sortes de fins possibles. Donc, il y a certaines maximes universalisées qui ne sont pas contradictoires, mais qui nous répugnent, en quelque sorte, hein, qui répugnent à l'être raisonnable. Okay, donc nous, en tant qu'être rationnel, raisonnable, on constate ça. Laissez tous gâcher vos talents, jouez à la Switch. Ah, c'est bizarre, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça, il ne faut pas faire des actions de ce type-là. Dernier exemple que donne Kant, la non-assistance à une personne dans le besoin. Donc un homme qui a tout réussi, qui ne porte pas assistance à quelqu'un dans le besoin. Est-ce qu'on peut généraliser la maxime de cette action? Donc la maxime de cette action, c'est ne porte pas assistance à quelqu'un dans le besoin quand tu n'as pas envie. Est-ce que si on applique ça à tout le monde, ça pourrait marcher? Kant dit, si tout le monde faisait ainsi, l'espèce humaine pourrait fort bien subsister. Autrement dit, vous pouvez universaliser sans contradiction. Okay, mais pour autant, dit Kant, il est impossible de vouloir qu'un tel principe vaille universellement comme loi de la nature, car une volonté qui prendrait ce parti se contredirait elle-même. Vous ne pouvez pas vouloir que ça soit le cas. Quand vous voyez ça, ça vous répugne. Donc c'est pas contradictoire, mais c'est pas désirable, c'est pas voulable. Je ne peux pas dire voulable. Il n'y a pas d'adjectif pour qui peut être voulu? Non. C'est pas le genre de choses qu'on peut vouloir. Alors, vous voyez que il y a deux choses qui sont potentiellement problématiques ici. Je mentionne ça avant de venir à l'objection qui a été suggérée un instant par Cyril de la maxime pertinente. Mais il y a deux choses qui sont problématiques. Une première chose qui est problématique, c'est comment ça se fait qu'on ne peut pas vouloir ça? Vous vous souvenez que pour Kant, il ne veut surtout pas d'une éthique intuitionniste, il veut d'une éthique qui puisse être déduite de principes de son impératif catégorique. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas vouloir ça ici? On a l'impression qu'on est ramené à une forme d'intuition, dire vous regardez ça, ça vous répugne. Ça ressemble beaucoup à une justification sentimentaliste. Il y a un certain nombre d'obligations qui semblent idiotes. Jouer à la Switch toute la journée, pourquoi on ne veut pas de ça? Ça semble évident que c'est pas bien. Mais ça semble évident que c'est pas bien, c'est pas le genre de justification que veut Kant, d'accord? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas de la maxime qui dit ne prêtez pas assistance aux personnes dans le besoin? Ça nous frappe comme évidemment quelque chose de mauvais. Ça nous frappe comme mauvais? Est-ce que c'est pas quelque chose qui l'accès à ce caractère mauvais? Est-ce que c'est pas quelque chose qui relève d'une éthique sentimentaliste? Ça, c'est un premier problème. Et puis un second problème, c'est est-ce qu'on n'a pas, là encore, laissé réintroduire des considérations hypothétiques? Voilà ce que Kant dit pour dire pourquoi est-ce qu'on ne peut pas vouloir défendre le principe selon lequel il ne faut pas aider les personnes dans le besoin quand on a mesure de le faire. Il continue, il justifie de la manière suivante. Il peut en effet survenir, malgré tout, bien des cas où cet homme ait besoin de l'amour, donc celui qui n'aide pas l'autre, il a besoin de l'amour et de la sympathie des autres, et où il serait privé lui-même de tout espoir d'obtenir l'assistance qu'il désire par cette loi de la nature issue de sa volonté propre. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Kant? Il est en train de dire à la personne, si tu n'aides pas les autres, ça veut dire qu'un jour où tu es dans la mouise, les autres ne vont pas t'aider non plus. Ça, c'est clairement une justification hypothétique, encore, qui est clairement pas du type que veut Kant. D'accord? Donc il est un peu toujours pris quand il veut soit justifier la contradiction, soit justifier le fait qu'on ne peut pas vouloir certains principes.
par faire appel à des considérations qui ont trait aux conséquences de ces actions qu'il a exclues par hypothèse. Alors, j'en viens maintenant, dans le quart d'heure qui nous reste. Ah non. À un problème important pour cette proposition kantienne. Donc, on a vu quelques problèmes là d'application au cas par cas, mais il y a une question générale qu'a soulevée Cyril tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on détermine quelle est la maxime d'une action. Okay. Et on va aller doucement vers ce problème qui apparaît à l'aune de quelques contre-exemples. J'en mentionne que 2 ici. Dans certains cas, ce test d'universalisabilité va conduire à diagnostiquer comme mauvaises des actions qui ne sont pas mauvaises, et dans d'autres cas, ça va conduire à diagnostiquer comme bonnes des actions qui sont mauvaises. Je vous donne juste 2 contre-exemples. Julie retire son argent de la banque pour s'offrir une maison. Ça ne semble pas être une action mauvaise. Mais maintenant, si chacun fait la même chose, c'est le krach boursier. Donc, il faut dire à Julie, t'achètes pas de maison. Sinon, si on universalise la maxime de ton action, c'est la catastrophe, bank run, et on est tous ruinés. Problème pour, qu'est-ce qu'on appelle, universaliser la maxime d'une action. A priori, ça ne marche pas. Voilà un autre problème dans l'autre sens. Donc là, on diagnostique comme moralement mauvaise une action qui, intuitivement, n'est pas moralement mauvaise. Ça ne veut pas dire qu'elle est bonne. Hein. C'est pas moralement bon s'acheter une maison, mais c'est pas moralement mauvais. Deuxième chose, dans cette fois-ci, on ne diagnostique pas comme mauvaise une action qui semble l'être. Donc, supposez que je fasse une fausse promesse à Bob. Donc, je lui promets de lui livrer quoi? De lui livrer, je sais pas quoi, de lui livrer de la drogue dans la semaine prochaine, à condition qu'il me paye maintenant 200 francs. Okay. Je sais que je ne vais pas le faire. Mais grâce à ces 200 francs, donc c'est le 5 décembre, c'est aujourd'hui, je vais pouvoir aller m'acheter une cafetière demain parce que je veux à tout prix une cafetière. Okay. C'est pas bien de faire ça. Hein. C'est pas bien de promettre de la drogue, c'est pas bien d'en vendre non plus. C'est encore moins bien de pas tenir ses promesses. Enfin, dans ce cas-là, est-ce que c'est pas bien de pas tenir sa promesse de délivrer de la drogue? Je sais pas si j'ai pris le bon exemple. On pourrait dire c'est mieux de pas tenir cette promesse. Donc je promets à Bob un gâteau au chocolat. Non, c'est peut-être pas bien non plus. Je promets à Bob un exemplaire des fondements de la métaphysique des mœurs, en sachant que je ne vais pas lui donner, pour pouvoir m'acheter ma cafetière. Ok. Maintenant, donc c'est pas bien. Le point, c'est que cette action, c'est pas bien de faire des fausses promesses de ce type-là. Maintenant, comment est-ce qu'on généralise cette action? Je promets à Bob, le 25 décembre 2023, de lui livrer les fondements de la métaphysique des mœurs pour m'acheter une cafetière le 6 décembre 2023. Je généralise la maxime de mon action. Lorsque tu veux t'acheter une cafetière le 6 décembre 2023 fais une promesse à Bob de lui livrer les fondements de la métaphysique des mœurs le 5 décembre 2023. Okay, ça, c'est la maxime de mon action. On généralise ça. Est-ce que ça va poser un problème? Je suis en train de dire, dorénavant, j'édicte une nouvelle loi. Tout le monde, toujours et partout, lorsque c'est le 5 décembre 2023, a le droit de promettre à Bob de lui livrer les fondements de la métaphysique des mœurs afin de s'acheter une cafetière le 6 décembre 2023. Vous pouvez tous faire ça maintenant. Ça ne va pas créer de problème particulier, d'accord? Ça va pas créer une contradiction, ça ne va pas créer un effondrement de la confiance dans la promesse, parce que c'est une promesse qui est tellement spécifique, qui est tellement datée, dans des considérations tellement particulières, que l'institution de la promesse, on ne va pas arrêter de se faire confiance. Il y a peut-être 3 personnes qui vont utiliser ça. Oui. Est-ce que la temporalité de l'action, effectivement, c'est un truc important pour un marché? Alors, ça, c'est toute la question. Pourquoi je ne pourrais pas demander lorsque tu veux acheter une cafetière, faire une grosse promesse? Alors, toute la question, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que généraliser. Est-ce qu'il faut généraliser et s'abstraire des conditions temporelles, des conditions spatiales, des personnes en question? Est-ce qu'il faut généraliser la cafetière? Est-ce qu'il faut mettre appareil électroménager? Est-ce qu'il faut mettre quelque chose qui te ferait plaisir? Qu'est-ce que c'est universaliser? Qu'est-ce que c'est qu'il faut supprimer comme paramètre qui est une situation particulière? Oui. Justement, c'est pas vraiment possible de universaliser une relation parce qu'il y a toujours trop de paramètres. Alors, c'est pas que c'est pas possible, c'est plutôt à l'inverse que il y a trop de possibilités pour généraliser. D'accord? On ne sait pas laquelle choisir, en fait. Là, moi, j'ai pris le cas simple où la seule chose que j'ai généralisée, c'est pour quiconque. Ok? Là, j'avais dit pour moi, j'ai bien le droit de m'acheter une cafetière le 6 décembre, je sais quoi, ben voilà, je ne ferai pas la totalité. Ma généralisation, elle a consisté juste à dire pour quiconque. Pas simplement Olivier Massin, mais pour chacun d'entre vous. Okay,
Mais Kant peut dire, ah non, mais en fait, c'est pas suffisant comme généralisation. Il faut dire pour quiconque, toujours. Ok, donc il faut dire à une date quelconque à ce moment-là. Pour quiconque, toujours et partout, à un endroit quelconque. Peut-être il faut généraliser ça. Pour quiconque est n'importe quel objet, donc pas simplement une cafetière. Mais jusqu'où va la généralisation ici, hein? Donc il y a le choix, il y a un peu un problème de, selon le degré de généralisation que vous choisissez, vous allez trouver des conséquences éthiques qui sont différentes. Vous allez diagnostiquer comme bon ou mauvais une même action. Et la question pour Kant, c'est de dire quel est le bon degré de généralisation, hein, parmi tous les paramètres d'universalisation, pardon, parmi tous les paramètres qui sont là, lesquels on généralise et jusqu'à quel point. Je vous donne un exemple très clair qui est justement le cas par lequel j'ai commencé le cours aujourd'hui, qui est l'exemple de Kant qui a fait tant horreur à notre compatriote Benjamin Constant. Donc, il y a l'innocent qui vient frapper à votre porte pour échapper à des assassins. Les assassins, vous le cachez. Les assassins arrivent ensuite et vous demandent si l'innocent est là. Qu'est-ce que vous devez répondre? Okay. Je vous ai dit maintenant que pour Kant, vous devez répondre la personne est là, parce qu'il ne faut pas mentir. Et voici comment Kant raisonne. Il dit quelle est la maxime de mon action? La maxime de mon action, quand les assassins me demandent est-ce que la personne est là, c'est lorsqu'on te demande quelque chose et que tu ne veux pas donner la réponse, tu peux mentir. Okay, ça, ce serait la maxime de mon action. Je ne veux pas donner la réponse, je ne veux pas dire que l'innocent est là, donc je peux mentir. Si ça, c'est la maxime de mon action, on universalise. Est-ce que c'est universalisable? A priori, non. C'est pas vrai que toujours et partout, à chaque fois qu'on ne veut pas donner la réponse, on peut mentir. Ce serait l'effondrement de la notion de la promesse. Vous n'avez pas un droit de mentir à chaque fois que vous n'avez pas envie de donner une réponse. Clairement pas. Donc, Kant dit, il faut livrer votre ami, ou en tout cas la personne innocente qui est ici. D'accord? Est-ce que c'est... Donc ça, c'est la position que prend Kant, et il essaye de tenir bon, il essaye de montrer à Benjamin Constant que même si ça paraît bizarre, c'est mieux d'avoir une éthique comme ça qui ne se prête pas à tout un tas d'atermoiements. Mais en réalité, même l'éthique kantienne n'est pas très au clair là-dessus, parce que, regardez, je peux, tout en étant en souscrivant à la théorie de Kant, donner une réponse complètement inverse, si je dis que la maxime de mon action, elle est un peu différente. Donc la maxime, c'est toujours la même action que je suis en train de considérer. Est-ce que je dois livrer la personne innocente que j'ai cachée chez moi? Mais cette fois-ci, on va donner cette maxime-là, qui est un peu moins généralisée, un peu moins universalisée. Lorsque l'on demande quelque chose et peut-être qu'une réponse sincère conduit à la mort d'une personne innocente, je suis autorisé à mentir. D'accord? Vous voyez que j'ai bien universalisé en un sens. Hein. Je n'ai pas juste dit aujourd'hui à Neuchâtel et moi. Je dis ça, c'est quelque chose qui est valable pour tout le monde. Mais j'ai précisé un peu. C'est pas juste que je ne veux pas dire la réponse. J'ai dit, lorsqu'une réponse conduit à la mort d'une personne innocente, là, j'ai le droit de mentir. Maintenant, est-ce que je peux universaliser ça? Oui, je peux universaliser ça, il n'y a pas de problème. A priori, on ne voit pas vraiment pourquoi ça conduirait à une contradiction, ni pourquoi on pourrait ne pas vouloir que ça vaille toujours et partout comme loi. Et à ce moment-là, vous pouvez fièrement décider, ah ben donc c'était moral de mentir aux assassins et de dire non, non, il n'est pas là et de sauver la vie de la personne en question. Okay. Donc le point ici, c'est pas de savoir ce qu'il faut répondre aux assassins. Le point, c'est de savoir qu'est-ce que la théorie de Kant recommande de faire. Et ça va dépendre de comment on va déterminer la maxime d'une action. Okay. Qu'est-ce que c'est que comment est-ce qu'on choisit la bonne maxime relativement à une action? D'accord? Est-ce que c'est celle-là qui est très générale ou est-ce que c'est celle-ci qui est un petit peu plus particulière? Et tant qu'on n'a pas une recette claire pour déterminer la maxime d'une action, la recette de Kant, elle est un peu vide parce que vous allez, en jouant avec les maximes, vous allez pouvoir en gros obtenir les réponses que vous voulez. Et ça, c'est la suspicion qui pèse sur Kant, dont j'ai fait état quand on parlait du suicide, qui consiste à dire, en fait, il part des conclusions, mais sans le dire, il n'aime pas le suicide, il va jouer, il va identifier la maxime d'une action qui lui permet de dériver une contradiction pour dire donc le suicide est immoral. Okay. Puis vous pouvez faire ici la même chose, vous pouvez dire, voilà, il y a deux maximes, il y a un cas où on me dit qu'il faut balancer la personne, faut livrer la personne, dans l'autre cas on me dit qu'il ne faut pas. Moi je pense qu'il ne faut pas livrer la personne, donc je vais plutôt choisir la deuxième maxime. Vous voyez bien que quand vous faites ça, vous avez renoncé complètement à l'éthique kantienne qui vous disait vous allez pouvoir déduire ce qu'il faut faire juste de l'impératif catégorique. Vous partez au contraire de la conclusion, vous partez des intuitions que vous avez sur les cas particuliers pour après reconstituer le raisonnement kantien de manière à ce qu'il vous donne le résultat que vous voulez. D'accord? Ça va ou pas? Ouais. Hein. Donc ça, c'est le problème de la maxime
pertinente. Bien. Alors, il me reste 2 minutes. Pour vous introduire une deuxième question, on conclura la philosophie morale la semaine prochaine de Kant. Question pour Kant, maintenant, on change de sujet. Combien y a-t-il de normes morales chez Kant? Donc, la norme fondamentale, on l'a vu, c'est l'impératif catégorique, qui nous dit agir uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps que ton action, que la maxime de ton action devienne une loi universelle. Donc, il y a une seconde norme qui est la maxime de notre action, okay, qui est plus particulière. Hein. Ne tiens pas ta promesse à Julie. Okay. Et puis, il semble y avoir une troisième norme qui est la loi universelle qui résulte de l'universalisation des maximes. Ne tiens jamais tes promesses. Okay. Donc ça, c'est l'impératif catégorique, c'est la norme fondamentale. Il y a la maxime de notre action particulière. Okay. Ne tiens pas ta promesse à Julie. Puis il y a l'universalisation de cette maxime qui est ne tiens jamais tes promesses, hein, à personne, à quiconque. Donc vous voyez qu'il y a 3 normes, ça c'est bien. Les normes, leur marque chez Kant, c'est qu'elles sont exprimées par l'impératif, agis, ne tiens pas, ne tiens jamais. Okay, c'est bien 3 types de normes, mais maintenant on essaye de comprendre comment ces 3 types de normes sont articulés dans le système kantien. Et l'idée maintenant est assez simple, et là-dessus il n'y a pas, je pense, d'incohérence chez Kant. Il y a une norme fondamentale qui est l'impératif catégorique, et c'est lui qui va conférer leur autorité aux maximes et aux lois universelles qui correspondent. Donc, l'autorité de la maxime d'une action, elle est fondée dans l'autorité de la loi universelle qui lui correspond. Et je vous fais juste la version la plus simple pour comprendre ça. Donc, on a maintenant l'impératif catégorique. Cet impératif catégorique, quand on le respecte, on a une volonté bonne, mais il nous permet aussi de comprendre pourquoi est-ce qu'une loi universelle est une loi morale. Ben, si cette loi universelle n'est ni contradictoire et qu'on peut la vouloir, okay, et puis elle nous permet de comprendre, une fois que vous avez cette loi universelle-là, vous pouvez comprendre pour la maxime de chacune de votre action si cette action est bonne ou pas. Donc vous partez, concrètement en fait, on part en descendant, on part d'une action, je mens à Julie, on fait la maxime de cette action, ment à Julie, ok. Olivier ment maintenant à Julie. Loi universelle, tout le monde, toujours et partout, mentez-vous les uns les autres. Okay, ça, c'est la maxime universalisée de l'action, donc la loi universelle. Est-ce que ce serait contradictoire? Oui, dit Kant. Et ça, donc c'est l'impératif catégorique qui nous dit, donc ça, c'est pas une loi morale universelle. Donc on a ces 3 niveaux de normes morales chez Kant qui partent des actions particulières et où on remonte par universalisation jusqu'à l'impératif catégorique qui, encore une fois, nous dit agis toujours de telle sorte que tu peux vouloir, que tu peux faire que la maxime de ton action soit une loi universelle de la nature. Okay. D'où l'impératif catégorique de Kant. Ouf, pardon, c'est un peu compliqué comme schéma, mais c'est un schéma intéressant et même si on n'est pas d'accord, encore une fois, qui soulève tout un tas de questions. La prochaine fois, on termine avec la volonté et la valeur des personnes, parce que je ne vous ai pas parlé des personnes encore, mais vous allez voir que chez Kant, il y a l'idée de dignité des personnes qu'on va discuter, jamais traiter autrui seulement comme un moyen, et on passe brièvement à la philosophie politique de Immanuel. Je vous souhaite une très bonne semaine.